et je plains Anne-Marie qui va maintenant un peu être dans un exposé, mais également après avoir vu le débat de différents côtés. Mais j'ai confiance en ce qu'elle a toujours présenté et je sais qu'elle va faire sûrement le lien entre ces aspects du management et du comportement, ces aspects tantôt cognitifs, tantôt médicaux et justement cette définition elle-même de l'utilité et de la caractérisation de cette compétence. Alors, Anne-Marie, si tu as repris avec nous donc le train, voilà, donc elle reprend le train, si je vois que l'image réapparaît. Voilà, donc à toi la parole, Anne-Marie. Je n'ai pas dit beaucoup de choses. En tout cas, je sais que voilà, tu as suivi le même fil conducteur du débat et on s'est arrêté sur cette diversité sémantique vue à travers l'expertise pour que tu puisses prendre la relève. À toi la parole. Alors d'être mieux. Oui. Alors voilà, ça c'est parmi les questions d'ailleurs qu'on a abordées. Merci des défis et merci de tout ce que vous me lancez. Mais merci à vous tous et à chacun des apports et des éclairages. Moi j'aimerais d'ailleurs reprendre, enfin faire écho aux divers aspects, parce que l'intérêt d'un séminaire de ce type, c'est justement, je dire, de faire un peu œil de fourmi. Et d'avoir des aspects et des points de vue divers et notamment aussi, je dirais, sur finalement la dimension organique, ce que disait Jacques Bouvet tout à l'heure, et qui est de savoir élaguer, parce que finalement, dans une entreprise, c'est un peu comme dans un arbre et que quelquefois, pour que les choses repoussent, c'est vrai qu'il faut globalement pouvoir élaguer. Alors je vais essayer. On va y aller quand même et on va en petit écran. Alors d'abord, ce que je voulais dire, c'est que c'est célébré du côté de Tariq, hein, bravo, un sens du timing sur cette question de compétences et de perte de compétences. Le son est coupé? Tout est coupé pour moi. Et premièrement, c'est célébrer, et bravo à Tariq, le sens de l'opportunité et le sens stratégique absolument total, parce qu'il nous lance il y a quelques temps le sujet de risque de perte de compétences, le côté stratégique des compétences et autres pour le 17 juin. Et disons tout de suite que pour le 16 juin, très exactement, l'OCDE, rien que ça, en grande pompe, vient de sortir son rapport, qui est un rapport, je crois qu'il fait tous les 2 ans, sur justement ce que sont les grandes orientations et les grands défis en matière de compétences à un niveau mondial et au niveau de l'englobement de l'ensemble des pays de l'OCDE. Alors, je vous enverrai le lien, si vous voulez, pour le regarder, mais je dois dire que ça sera pour le regarder, parce que ça, c'est très, très agaçant, mais en gros, ils ne font que on ne peut que le feuilleter et pas le télécharger, mais il y a beaucoup d'éléments qui sont intéressants, et notamment, je dirais, à la fois en sortie de pandémie, ce que sont les risques, et justement les risques de perte de compétences et les risques de perte de formation qui ont été liés, je dirais, dans tous les pays mondialement à ces 18 mois de blackout global. Et ce qui montre, et ce qui va complètement dans le sens de ce que disait Jean-Marie Peretti tout à l'heure, c'est que ce qu'ils regardent, et c'est bien intéressant de regarder ce que sont leurs indicateurs, ce ne sont pas les formations formelles qu'ils regardent, puisque les fameux 10% dont tu parlais, Jean-Marie, mais ce sont toutes les autres. Donc ça passe, ce sont toutes les autres, et ce sont notamment les formations, j'allais dire, ce qu'on appelait enseignement sur le tas, ou qui sont vraiment au moment dans l'exercice du travail, ou bien par les interactions sociales tout autour, et on voit que là, la perte, en tout cas pour les adultes, ça a été entre 18 et 25% de perte d'enrichissement de compétences, et j'utiliserai volontiers un terme médical qui est le terme de perte de chance. C'est une chose que j'ai malheureusement vécue à l'hôpital de l'autre côté, c'est que quand on a accident, crise ou autre, on parle pour un patient de perte de chance là-dessus. Et la pandémie, mondialement et pour les compétences, a été une perte de chance. Ça, c'est ce que vous avez dans le graphique de gauche, et dans le graphique de droite,
ce qu'on voit, c'est que cette perte de compétences, ce risque de perte de compétences a affecté beaucoup plus largement, les métiers, les métiers de niveau moyen ou inférieur plutôt que les métiers à très haute valeur ajoutée. Donc ça, c'est l'un des trucs, l'une des leçons de cette chose-là, donc voilà, sur la pandémie. Et puis l'autre chose qui me paraît aussi intéressante dans leur façon d'aborder les choses, qui m'a paru, je vais vous dire, très surprenante, c'est qu'ils regardaient les choses aussi en termes d'âge, et de regarder ce que sont les âges critiques pour apprendre et pour acquérir des compétences, et que ces questions d'âge critique, elles sont aussi en lien avec aussi une notion qui est importante et que peut-être finalement on n'a pas tant que ça dans le monde du travail, qui est la notion de plaisir d'apprendre, de plaisir d'acquérir des compétences. Alors, les tranches sensibles, c'est, je dirais, les tranches d'âge sensibles, c'est les 15-27 ans. Et donc, j'allais dire, Jean-Marie, c'est en plein les étudiants que toi, tu as. Et puis, le plaisir, oui, là je vous le donne juste, et je vous donnerai les liens et vous irez regarder. Et ce qui est très important, c'est donc que leur notion même d'enrichissement des compétences, pour lutter contre la paresse, c'est le plaisir d'apprendre, le plaisir de lire. Et vous avez, donc là vous avez toute une liste de pays. Le Maroc n'est pas là-dedans, mais c'est quand même globalement important. Et vous avez d'autres orientation justement sur ces âges critiques. Et là, je vous ai donné celui-ci que vous regarderez ensuite de façon tout à fait intéressante. Encore une fois, c'est sur le plaisir d'apprendre, qui est non seulement le plaisir de lire, mais qui est aussi le plaisir, par exemple, d'apprendre les mathématiques. Alors, j'ai retenu ce graphique-là juste pour vous commenter globalement, parce que le Maroc, si je peux me permettre, est par exemple très très au-dessus de la France. Là. Donc, voilà, donc ça c'est parution, encore une fois, du 16 juin par rapport à ça. L'autre chose aussi qui a donné un son, encore une fois, c'est intéressant d'avoir cette optique qui est un peu une optique macro par pays là-dessus, mais qu'on peut tout à fait décliner ensuite au niveau du monde du travail, au niveau des filières, de secteurs d'activité, c'est le rôle crucial des enseignants. Alors non seulement pour bien sûr leurs compétences techniques, mais surtout pour leur enthousiasme, c'est-à-dire pour leur côté inspirant. Et les graphiques que vous verrez là montrent que sur ce qui est finalement la capacité d'apprendre sur la durée de vie des personnes, le côté ont des enseignants, des formateurs ou autres qui sont inspirants est absolument essentiel. Et là, vous verrez, donc je vous incite à le lire, hein, donc je vous enverrai le lien là. Il y a une étude, il y a une étude bibliographique qui est faite notamment sur la Grande-Bretagne pour montrer que sont les vertus et donc les capacités d'inspiration globalement des enseignants. Donc ça, c'était la chose que je voulais vous dire là-dessus. Et puis l'autre chose aussi qui est soulignée, et que vous avez bien d'ailleurs les uns et les autres mis en avant, Axas comme Delta, c'est le côté de l'importance des capacités transversales, des capacités, des compétences transversales, donc tout ce qui est bien sûr ce qu'on appelle les skills soft, mais pas seulement, et que ces capacités transversales dans l'acquisition d'autres compétences, hein, on rentre là dans ce que disait Jacouvet tout à l'heure sur l'élagage, c'est tout à fait important. Voilà, donc ça c'était le global, hein, centre de l'opportunité, voilà ce qu'il en est. Je vous conseille de lire vraiment ce rapport qui est intéressant, et maintenant si on en revient de notre côté, et de ce que sont les questions concrètes. Alors moi aussi je vais raisonner en termes de vigilance, et je vais vous en donner trois vigilances simples. La première, c'est qui sont un peu sur le principe, j'allais dire, du consultant que je suis finalement, et qui est de faire un pas de côté par rapport aux questions et à la problématique qui globalement est posée. Et la première, c'est bien sûr de raisonner en termes de compétences, mais surtout peut-être de regarder autre chose, et qui est de regarder ce que sont les capacités. Finalement, ce que sont les capacités, soit renforcer ses propres compétences, soit élaguer
dans ses compétences, soit en acquérir d'autres. Et il est clair, c'est que je pense que c'était Jean-Marie tout à l'heure dans l'introduction, que vous faisiez, qui était sur le déficit. Et sur les déficits et les sources de déficit possibles de compétences et sur leur adaptation, ben je dois dire que raisonner en termes de capacité aide là-dessus, et raisonner en termes de capacité particulièrement, j'allais dire, à des moments de crise, à des moments d'incertitude ou de forts changements. Et pour vous dire les choses et pour sortir, j'allais dire cette fois-ci de ma casquette de cercle, mais plutôt de consultant, il nous arrive, dans les entreprises qu'on l'accompagne, d'arriver au final de recrutement, et notamment de recrutement de cadres qui peuvent être d'ailleurs des cadres internationaux et qui vont arriver dans des équipes et qui sont soit des équipes à constituer, soit autres. Et donc, je dirais que là, l'une des grandes vigilances qu'on a, c'est d'essayer de regarder ce que sont leurs réactions en cas de crise, en cas de pression, en cas de forte incertitude. Et là, ce que je vous montre là, c'est un type de test qui est assez simple et qu'on utilise, qui est un test international, qui finalement n'est pas très très connu en France, mais autre, et qui surtout a le grand intérêt de présenter sur les personnes, encore une fois on est complètement dans des questions de personnes, ce qui est leur capacité de réaction, ou pas d'ailleurs, en cas de crise. Donc voilà, l'un des conseils que je vous donne, c'est celui-là, c'est de regarder vraiment ce que sont les capacités et ce que sont les capacités en cas de forte pression, en cas d'incertitude, parce que finalement on est actuellement, je crois que ce qui marque l'époque, alors plus encore avec la pandémie, mais on le sent quand même venir depuis quelques années, c'est une très grande incertitude, que ce soit sur quels sont les modèles économiques qui marchent, quels sont les marchés qui vont globalement émerger. Ce qui était intéressant dans l'exposé de Kauta tout à l'heure, c'est qu'elle nous montrait bien ce qu'était la relation entre à la fois le travailleur, celui qui est au travail, parce que c'est tout type de statut, et le client et le consommateur. Et donc ça, c'est une chose à voir. Premier truc, penser de côté et puis raisonner, je dirais là aussi, sur peut-être cette capacité à enrichir des compétences, à les chercher et autres. Le deuxième type de vigilance, c'est toujours sur ces questions de raisonner, je dirais, en termes de compétences critiques. Et je dirais, là, à la limite, alors peut-être que heureusement que Jean-Marie Peretti est un peu loin, je vais me faire taper par les RH, mais globalement, peut-être en dehors du cadre classique de la gestion prévisionnelle ou prospective des emplois et des compétences, et de plutôt, alors ça va aussi sur des lignes de fond qui sont aussi bien des lignes de fond d'ergonomie ces dernières années ou autres, qui est plutôt de raisonner sur le travail concret, plutôt que sur la fonction et sur les compétences et définitions, les compétences qui sont liées à une définition de fonction, et de regarder dans ce travail quels sont très concrètement le travail qui est à faire, les tâches qui sont à faire, et qui peut les effectuer. Et vous voyez, je pense que c'est à mettre en relation avec une autre tendance qu'on voit dans les entreprises, les organisations professionnelles, quelles qu'elles soient, les syndicales ou autres, c'est le fait que vous avez de plus en plus des statuts très très divers qui convergent et qui coopèrent, encore une fois on retrouve le terme fort que Daniel Jacques tout à l'heure, qui coopèrent, et donc c'est des qui au pluriel, qui coopèrent avec des statuts très très divers pour finalement livrer un travail et donner un livrable au client, qui est finalement quand même globalement le juge de paix. C'est un petit peu tout le sens de ce que on appelle les organisations agiles. Alors ça vient effectivement du démarrage de ce qu'est les organisations informatiques, et au lieu d'avoir des trucs en transmission, et donc d'avoir des postes qui se suivent, c'est vrai, en cascade, c'est d'abord en fait comment s'organise cette coopération et comment notamment maintenant on va pouvoir s'organiser cette coopération, j'allais dire un peu homme-machine là-dedans, avec une logique qui est vraiment une logique de coopération.
Et de ce côté-là, là, pour retomber un peu sur nos pieds de ce que sont nos préoccupations, je dirais à nous tous, qui sommes, je dirais, qui avons pour but à la fois la productivité et aussi l'équilibre de vie au travail, je dirais qu'on a au cercle, ce que vous disiez tout à l'heure, un tropisme très fort sur les innovations et sur la façon globalement de les utiliser. Et donc ça, cette vigilance-là, je dirais qu'elle est un peu à l'inverse des autres. Je dirais que les autres, elles vont dans le sens de ce que disait aussi Mariana tout à l'heure, et qui est l'attention à la personne, prendre en compte les dimensions, j'allais dire vraiment à la fois personnelles, de soft compétences et autres. Et ça, c'est bien, et je pense que dans des moments de crise et d'adaptation, le fait de tabler, j'allais dire, sur vraiment les dimensions personnelles, c'est quelque chose de tout à fait important. L'autre, en revanche, et là on va, vous allez me dire que c'est un peu dans l'autre sens, mais je pense que c'est aussi propre de tout management, c'est justement de bien, j'allais dire, appuyer sur les deux pieds du palonnier, hein, si on est en avion, sur les deux étriers ou sur les deux pédales de la bicyclette. C'est de l'autre côté, c'est d'avoir tous les éléments et les meilleurs d'objectivation. De ce côté-là, il est clair que tout ce qui est les nouvelles technologies, je veux dire que celles que vous voyez là, qui sont à la fois celles des data, et puis celles je vais prendre l'exemple notamment quand on est en analyse, par exemple, de comportement, de posture et d'attitude, soit en milieu industriel, soit en milieu logistique, le fait de pouvoir, quand vous équipez, alors j'en viens à nos innovations qu'on aime bien suivre, certes, qui sont celles, par exemple, des exosquelettes, mais qui sont d'autres aussi, c'est de pouvoir objectiver. Par exemple, on parlait tout à l'heure de main-d'œuvre qui sont vieillissantes. Quand vous avez des main-d'œuvre vieillissantes en matière et que vous les appliquez sur des postes logistiques, des postes des fonctions de manutention, de transfert d'activité, il est clair que le risque, encore une fois, de casser, d'user un peu prématurément les personnes est tout à fait fort. Et donc, vous avez beaucoup d'études qui sont faites, et donc les ergonomes sont tout à fait en tête de ce côté-là, et utilisent maintenant, donc c'était un forum qu'on avait, un UX forum qu'on avait il y a quelques jours là-dessus, on va en avoir un autre dans plusieurs jours, cette fois-ci à nouveau en présentiel, c'était de voir comment tous ces nouveaux outils, qui pour certains sont qui se miniaturisent de plus en plus, ou bien qui sont externes par le biais de caméra, peuvent aider, peuvent mesurer, peuvent objectiver. C'est-à-dire que une discussion qu'on avait récemment avec un directeur de recherche et développement d'un gros groupe et d'un grand groupe de construction, et il me disait, mais oui, pour nous, l'objectivation finalement des différentes dimensions du capital humain et du capital humain au travail et au travail en construction dans des jobs difficiles, c'est de faire face aux défis du vieillissement au plus dur et des défis globalement, des difficultés et on a besoin d'avoir, pour tout ce qui est des manutentions, de nouveaux outils, mais en même temps de pouvoir pérenniser toutes les données là-dessus. Et grâce aux capteurs, grâce aux objets connectés, le fait là est qu'on peut mesurer en longitudinal sur divers entrepôts, divers sites ou autres, avec les mêmes outils et donc avec la même objectivité, et tout ça, ça permet, j'allais dire, d'objectiver les choses, et ça c'est typique, c'est ce qu'on essaye de faire par nos fameux UX Forum Innovation, par exemple celui-là qui était sur les capteurs, et comment, je veux dire, cette fois-ci, à côté de ce qui est essentiel et qui est d'utiliser, de faire parler, d'avoir la subjectivité et le ressenti, le vécu des uns et des autres, c'est aussi de pouvoir, et c'est l'autre versant, mesurer, objectiver finalement à la fois les compétences et leurs réactions sur cet ensemble. Voilà, c'était ça que je voulais vous présenter et vous présenter là maintenant. J'espère que je n'ai pas trop dépassé les temps. Tariq, à toi de nous dire là-dessus. Donc on voit bien cette espèce de dilemme constant, c'est-à-dire qu'on est constamment obligé d'élaguer dans les compétences et en même temps complètement obligé, inciter à la fois à tenir compte de la personne et en même temps à objectiver. Voilà ce qu'était mon message et mon message final.
Merci Anne. C'est Tariq. C'est à Tariq, et donc, Oui, oui. Tariq. C'est moi. Donc, merci Anne-Marie pour cette présentation qui met l'accent notamment sur deux grands leviers. Et celui où je me plais par rapport à ce que tu as apporté, c'est cette notion de capacité. Donc, c'est un élément fondamental. Je sais que tu voulais pas parler de résilience et justement, cette notion de capacité, elle prend beaucoup plus de dessus lorsqu'on est dans cette dimension humaine. C'est ce qu'on appelle cette notion accordéon. Ça veut dire que des personnes qui sont capables de s'adapter, capables justement de subir ces pressions, ces chocs, ces crises, ces modifications. Et donc là, on travaille sur un état de personnes et qui est capable justement de répondre à tous ces changements. Et le point fondamental sur lequel, bien sûr, on peut également se rabattre dans un deuxième temps avec cette évolution de technologie et de changement et qui est bien sûr basée sur ces outils d'innovation et qui permettent donc non seulement d'apporter un soutien pour la personne même lorsqu'elle est dans une dimension d'activité, mais également elle permet pas forcément de combler le manque de ses compétences, mais en elle-même, c'est une compétence à exploiter au niveau donc des structures. Alors,